Agipi, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Force de l'Engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Hélène Becchiali, psychanalyste, essayiste et autrice. Mais avant de commencer notre conversation, arrêtons-nous un instant autour de cette question. Faut-il aujourd'hui s'engager pour un éveil collectif des hommes ? Eh bien oui, parce que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus seulement d'écouter les femmes, leurs combats, leurs colères, leurs blessures, mais c'est aussi de mettre les hommes face à eux-mêmes. C'est de poser sur eux ce regard lucide et de les inviter à se reconnaître dans ce qu'ils nourrissent, incarnent, transmettent, tolèrent. Non pas individuellement, bien sûr, non pas comme une somme de parcours isolés, mais comme un corps social, une culture, un héritage. C'est les inviter à un chemin d'éveil collectif. Alors beaucoup, bien sûr, ont déjà amorcé ce chemin. Certains s'engagent, soutiennent, avancent sur les droits fondamentaux des femmes. Leur sécurité, leur liberté, leur égalité, leur dignité. Mais trop souvent encore, ce sont les femmes qui portent seules la charge de la vigilance, de la dénonciation, de la pédagogie. Elles expliquent, elles alertent, elles protègent, parfois même au cœur de leur vie et au prix de leur vie. Il est temps, je crois que vous serez d'accord avec moi, que les hommes prennent place au premier rang de ces combats. Car si l'on reste à quelques voix masculines isolées, l'équilibre ne basculera pas. L'éveil individuel, aussi sincère soit-il, ne suffit pas. Tant qu'il ne devient pas un mouvement global, tant qu'il n'irrigue pas toutes les sphères, la famille, l'école, l'entreprise, la politique, les violences persistent, le sexisme se répète et l'égalité recule. S'engager pour un éveil collectif des hommes, c'est refuser l'illusion qu'il suffirait de quelques figures exemplaires. C'est exiger que l'ensemble des hommes ouvrent les yeux sur la réalité des violences, sur la banalisation du sexisme, sur la responsabilité qu'ils portent dans ce système. Car le patriarcat n'est pas seulement une domination, c'est aussi une prison. Une prison qui enferme les femmes dans la peur et la contrainte, mais qui enferme aussi les hommes dans des rôles de force et de virilité imposés. L'éveil collectif, c'est briser ces chaînes des deux côtés. Alors oui, cet éveil doit être collectif. Des femmes qui parlent, dénoncent, résistent. Des hommes qui se lèvent, qui écoutent, qui agissent. Pas au calendrier des bonnes intentions, mais parce que la société n'a plus le temps d'attendre. S'engager pour cet éveil collectif des hommes, c'est transformer une minorité lucide en majorité active. C'est passer de la prise de conscience à la responsabilité. Et c'est au fond redonner aux hommes la possibilité d'aimer, de travailler, de vivre dans une société, enfin libérée de cette violence qui les déshonore autant qu'elle détruit les femmes. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour Hélène, vous êtes psychanalyste, essayiste, autrice de plusieurs ouvrages et vous publiez aujourd'hui La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée aux éditions Trédaniel. Un livre qui affirme qu'il ne s'agit pas de déconstruire les hommes, mais de leur proposer un chemin d'éveil, d'initiation intime et individuelle pour qu'ils prennent pleinement leur place dans l'égalité. Alors, Hélène Becchiali, vous avez choisi d'écrire sur un terrain, on peut le dire, un peu verrouillé, parce qu'il est souvent perçu comme accusatoire, celui des hommes, de leur place dans la société, de leur rôle dans l'égalité, du pouvoir masculin, de ses résistances. Alors, pourquoi vous avez choisi ce terrain-là, autant de choquer les féministes et les masculinistes ? Alors, mon livre est dédié aux hommes de bonne volonté. Par conséquent, je laisse de côté les masculinistes qui sont figés dans une posture haineuse et de colère. En revanche, mon propos est très bien accueilli et par les femmes et par les hommes. Par les femmes, surtout les féministes, parce que je les remercie. Tout le long du livre, je les remercie de lancer une alerte, je les remercie de provoquer un électrochoc, parce que c'est évident qu'on ne peut plus continuer, les hommes ne peuvent plus continuer à nier la moitié de l'humanité. Les hommes, de leur côté, savent que je ne les accuse pas, parce que, au contraire, je fais confiance à leur intelligence de cœur. Je sais qu'elle existe. En tant que psychanalyste et puis coach de hauts dirigeants, j'ai pu voir qu'ils étaient capables de courage pour se regarder en face et pour faire en sorte de changer. Alors, ce mot déconstruction, on en parle beaucoup. Il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui ne comprennent pas. Ils ont nourri quand même des décennies de pensée critique. Ça, on peut peut-être le lui reconnaître à ce terme-là. C'est peut-être aussi lui qui a permis de mettre au jour le patriarcat comme système. En disant que cette déconstruction des hommes est une fausse bonne idée, est-ce qu'on n'est pas en train de fragiliser ce qu'on pourrait considérer comme un héritage intellectuel et politique ? Non, je crois pas, parce qu'il faut distinguer deux choses.
la déconstruction du patriarcat et la déconstruction des hommes. Donc la déconstruction du patriarcat, je suis absolument pour et j'ai beaucoup aimé votre édito qui va tout à fait dans ce sens. Parce que effectivement le patriarcat est toxique pour les femmes, mais aussi pour les hommes, on le dit pas assez. En revanche, je vais moi proposer autre chose que la déconstruction des hommes, des individus. Et par ailleurs, de vouloir déconstruire les hommes, ça laisserait supposer que toutes les masculinités sont toxiques, ce qui n'est pas le cas. L'homme n'est pas forcément toxique de nature. Et puis enfin, déconstruire ce qui n'est pas construit, n'est pas forcément du bon sens, puisque un homme qui viole, qui harcèle, qui est meurtrier, n'est pas un homme construit. Alors vous proposez de remplacer la déconstruction par un autre chemin, celui de l'initiation et de l'éveil. Et vous parlez d'hommes capables de se transformer de l'intérieur, de rompre avec les prisons de la virilité imposée pour trouver une autre manière d'être en relation avec les femmes, avec eux-mêmes, avec la société. Dans un instant, vous allez nous dire ce que vous entendez par homme initié et pourquoi, selon vous, c'est une seule alternative crédible au patriarcat. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donner la parole à celles et ceux qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui, nous nous engageons pour un éveil collectif des hommes avec Hélène Vecchiali, psychanalyste, autrice de La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée, aux éditions Très Daniel. Alors, on s'est quitté sur les hommes initiés, ces hommes initiés dont vous nous parlez. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que cela veut dire ? Quelles sont les étapes ou les prises de conscience qui, d'après vous, Hélène, transforment un homme ordinaire en homme initié ? Alors, si je devais être très synthétique, je dirais que être un homme initié, c'est refuser de se soumettre à toutes les figures tutélaires, entre obéir collectivement comme un fils aux injonctions du matriarcat, c'est-à-dire déconstruis-toi, ou obéir collectivement comme un fils encore aux injonctions insensées du patriarcat, soit un homme viril, mon fils. Eh bien, moi, je propose de devenir un homme initié. Je propose une troisième voie. En quoi ça consiste ? Eh bien, c'est un rite de passage. Et ce chemin est en 3 étapes. Je vais les décrire et puis je donnerai un exemple, ça sera quand même plus parlant. Tout d'abord, prendre conscience du fait qu'on est écrasé par une autorité. Écrasé, étymologiquement, c'est imponere, qui a donné imposture. Donc la première étape, c'est réaliser qu'on est dans l'imposture d'un point de vue étymologique, c'est-à-dire qu'on est écrasé, inconsciemment ou non, par une autorité parentale. La deuxième étape, c'est se révolter, c'est-à-dire se dire non, je ne vais pas subir le joug de quelqu'un qui va interférer dans mes désirs et dans mon pouvoir. Et la troisième étape, c'est gagner au sens de récupérer un gain, c'est-à-dire récupérer le pouvoir sur ma vie. Si j'étais psychanalyste, je dirais récupérer le phallus, c'est-à-dire vraiment le pouvoir sur mon existence. Donc je vais donner un exemple d'un monsieur dont je parle dans mon livre, qui s'appelle Ludovic, et qui est tombé amoureux d'une Sénégalaise, Fatou. Et lorsqu'ils ont décidé de se mettre en couple, le père de Ludovic s'y est opposé, en disant à son fils qu'il n'était pas question qu'il vive avec une femme noire, que c'était juste impossible. Et Ludovic s'est plié aux injonctions de son père. Lorsqu'il allait voir ses parents, il venait sans Fatou. Et lorsque ses parents venaient rarement chez lui, Fatou était en bout de table, muette et interdite d'exister. Ludovic travaillait dans une entreprise où on lui a offert un coaching et à un moment, le coach l'a amené à comprendre que Ludovic était terrorisé presque devant son DG, était vraiment un petit garçon devant lui et de fil en aiguille a réalisé que son directeur, son manager représentait la figure parentale, son père. Paternel. Et lorsqu'il a fait ce travail-là, eh bien, il est allé voir son père et il lui a dit, voilà, si tu m'obliges à choisir entre toi et Fatou, je choisirai Fatou. Donc on voit bien qu'il a pris conscience d'être écrasé par l'autorité parentale. Ensuite, qu'il s'est révolté, il a dit non et qu'il a ainsi gagné le pouvoir sur sa vie, sur son existence. Alors vous évoquez la présence d'un coach pour lui permettre de faire ce chemin que vous avez décrit en 3 étapes, une description très claire. Est-ce qu'on peut le faire seul ou est-ce qu'il faut être accompagné ?
Je crois que les deux cas sont possibles. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de seul se rendre compte que on n'a plus le pouvoir complet sur sa vie et qu'il y a quelqu'un qui est là en permanence, une espèce de force invisible qui vient juger de ses décisions, de ce qu'on fait, de son pouvoir et d'arriver à partir de cette constatation à se révolter. La révolte n'est pas toujours quelque chose de violent, et pas toujours quelque chose de spectaculaire. Ça peut être un tout petit changement interne qui fait que l'autre en face perçoit que c'est fini, on n'a plus un fils en face de soi et qu'il va falloir faire avec un homme. D'ailleurs, vous, pour développer davantage, vous évoquez 2 meurtres symboliques et nécessaires, qui se rapprochent de ce que vous venez de décrire, j'imagine, celui du père et celui de la mère, pour pouvoir mettre effectivement aux hommes de s'affranchir, d'ailleurs même aux femmes, j'imagine, c'est à peu près la même chose. Je précise que tout mon livre parle de la déconstruction des hommes, mais que je choisis une autre voie. Bien évidemment, à 2 ou 3 reprises, j'explique que nous, les femmes aussi, on a du travail à faire, mais que le sujet de mon livre, c'est bien les hommes. Donc si on reste sur les hommes, pour permettre donc aux hommes de s'affranchir de ces prisons intérieures, c'est une formule forte de dire qu'on doit symboliquement tuer le père, tuer la mère. C'est vrai qu'en psychanalyse on l'évoque souvent, mais bon, dans la vie de tous les jours c'est quand même assez fort. Est-ce que ces meurtres symboliques sont vraiment très importants, sont nécessaires dans la construction de chacun d'entre nous ? Oui. C'est vrai que le mot meurtre est un terme violent, mais aucune initiation ne peut se faire en douceur, et qu'il est quand même question à chaque fois de mort et de renaissance. Donc en quoi consistent ces 2 meurtres ? Le meurtre symbolique du père, et vous l'avez raison et vous l'avez dit, est passé dans le langage courant par tuer le père. D'ailleurs, on en parle beaucoup en politique. De tuer le père, c'est fréquent avec Chirac, Pompidou, Sarkozy, Hollande, Macron. Enfin, on a vu à toutes les sauces. Chaque bien un président, on doit le tuer. Voilà, il faut tuer le père. Donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à se départir de ce poids écrasant du père, et à dire non et à reprendre le pouvoir comme on vient de le décrire. En revanche, le meurtre symbolique de la mère est beaucoup moins évoqué, voire jamais. C'est quand même tabou, mais il faut en parler parce que grâce à cette rupture symbolique, l'homme, puisqu'il est question de l'homme ici, mais la femme a le même travail à faire, l'homme va pouvoir couper avec la fusion originelle avec la mère, avec le soin, avec la dépendance. Donc on voit bien que ces ruptures symboliques vont permettre l'une de se libérer du pouvoir, l'autre de se libérer de la symbiose. Et sans ces ruptures symboliques, on va avoir des hommes qui vont être prisonniers, soit de la soumission, soit de la dépendance. Et cette soumission et cette dépendance dont ils sont prisonniers, on peut imaginer que ça les rende violents vis-à-vis des femmes ? On peut faire ce lien ? Oui, tout à fait. On peut imaginer que lorsque quelqu'un est mal à l'aise ou frustré ou en colère d'être dominé par ses figures parentales, il va avoir envie de dominer. On peut imaginer qu'un homme qui n'a pas fait cette rupture symbolique avec sa mère, va, dans ses relations avec sa compagne, reporter sur elle des frustrations inconscientes, des colères inconscientes, tout ce qu'il a pu reprocher à sa mère, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une mère qu'une femme. Donc il va déporter, il va translater en quelque sorte tout ce qu'il a pu ressentir comme haine passagère ou colère passagère ou frustration, il va les reporter sur cette femme. Alors que s'il est au clair avec son lien avec sa femme et sa mère, les choses vont être plus faciles pour lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit misogyne un jour pour ne pas l'être toujours. C'est-à-dire qu'il faut qu'un jour il soit misogyne avec sa mère pour ne plus l'être définitivement. Mais si je reviens sur vos propos antérieurs, vous disiez que le lien avec la mère pouvait être aussi un lien absolu de douceur. Alors cette douceur-là, c'est aussi peut-être un problème pour un homme qui aurait une relation, qui va avoir une relation avec une épouse ou une conjointe. Mais comme aucune mère, aussi extraordinaire soit-elle, n'est parfaite, cette douceur peut être ou excessive ou pas assez.
Ce lien peut être ou trop ou pas assez. On remarque souvent dans les liens, parce qu'on a ce fameux complexe d'Oedipe, on remarque souvent dans les liens garçon-maman quelque chose qui peut être excessif d'un côté ou de l'autre, et que le curseur est difficilement, pas facile à mettre. Par conséquent, le garçon, lorsqu'il devient adulte, pendant un moment, peut avoir un lien un peu ambivalent avec sa mère. Et c'est ce travail de déconstruction de la mère fantasmatique ou la mère imaginaire qu'il a à faire pour ensuite être au clair avec sa mère et avec sa compagne. Alors là, vous décrivez un chemin intime, vous le décrivez très bien d'ailleurs, mais qui est presque psychanalytique, qu'il est d'ailleurs. Oui, c'est comment on gère, et donc c'est du temps long, comment on gère ça avec cette société qui a besoin vraiment de changements rapides, On voit les chiffres sur les violences ne baissent pas, ils augmentent régulièrement. 250 000 femmes victimes de violences par an, 3 millions de femmes qui subissent des violences de toute nature. Alors comment est-ce qu'on peut passer d'un travail très personnel, de déconstruction, à ce chemin intime que vous décrivez, à une transformation collective dans la famille, dans l'école, dans les institutions? Quelle pourrait être une des solutions? Eh bien, je crois que ce qui est important de savoir, c'est que l'initiation telle que je la décris est certes un chemin intime, mais que les effets ne restent pas figés à l'individu. Camus disait « je me révolte, donc nous sommes ». Il résumait ça ainsi. Et puis il y a un célèbre anthropologue qui expliquait combien les rituels de passation, les rituels d'initiation individuelle œuvraient pour la collectivité. On comprend bien qu'un homme qui se transforme, qui s'élève, qui grandit, va modifier ses relations dans le couple, dans la famille, dans l'école, dans l'entreprise et donc dans la société. Et c'est grâce à ces transformations individuelles que le collectif va bouger. Et je crois que, comme vous le disiez dans l'introduction, ce qui est important, c'est pas déconstruire le patriarcat ou faire que les hommes soient initiés, c'est les deux. C'est-à-dire il faut œuvrer de l'intérieur et de l'extérieur. C'est vraiment primordial d'aller sur tous les fronts parce que la situation est catastrophique pour les femmes. Et on pourrait le faire dès l'école, ce travail ? Oui, je pense que dès l'école, ça serait vraiment important de travailler sur l'éducation. Dans un livre précédent, Le silence des femmes, j'expliquais que peut-être déjà dès l'école, il faudrait apprendre aux garçons à perdre quand ils jouent. Au ballon, au foot, quand ils jouent à un jeu de société, leur apprendre à perdre, et plus tard, ça a l'air de rien, mais ça leur apprendra à entendre le non d'une femme. Une femme qui dit non, ok. À quel âge c'est très important? J'en profite, je suis une psychanalyste aujourd'hui, donc je pose des questions précises. À quel âge c'est important d'entendre les premiers noms? C'est-à-dire ce qui va vraiment marquer dans la construction d'un enfant? Dès sa naissance, le tout petit bébé, il voit le visage des parents et il entend quand il attend non, et ça peut être un non tout doux. Il a tout à fait compris parce que les bébés sont branchés, leur inconscient est branché sur l'inconscient des parents, donc il perçoit les intentions. Il comprend pas les mots, mais il perçoit les intentions. Donc dès tout petit, leur dire non, ils comprennent ce que ça veut dire, et un peu plus grand, vraiment leur apprendre à perdre, et puis peut-être apprendre aux filles à gagner. À gagner, oui. Alors on va terminer cette conversation par un appel. Quel serait l'engagement concret que vous attendriez des hommes aujourd'hui? Pas tout à fait une idée théorique, mais plutôt une action simple, quelque chose qui pourrait déclencher chez eux cette envie de chemin personnel. Eh bien, moi, je souhaiterais vraiment, et je lance un appel haut et fort, je souhaiterais demander aux hommes de s'engager à regarder la réalité en face, à regarder les faits, à regarder les statistiques, à regarder ce qui se passe dans le monde. Vous en parliez tout à l'heure. Dans le monde, il y a quand même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si vous savez le nombre de femmes qui sont mutilées sexuellement dans le monde, là, en ce moment. 230 millions. 230 millions, oui. Un chiffre de l'ONU. 230 millions, mais moi je serais un homme, je serais horrifié et honteux. On va parler des femmes afghanes qui sont emmurées vivantes. Et la dernière trouvaille des talibans, ça va être d'effacer leurs photos sur les cartes d'identité. Et de cacher un œil. Et voilà. Dans le monde, en France, on ne compte plus les féminicides, on ne compte plus les viols, on ne compte plus les violences sexuelles, et je ne parle pas des inégalités dans tous les domaines. Maintenant, je souhaiterais leur demander aussi
d'écouter les informations autrement. Qui, dans les informations aujourd'hui, énonce que ce sont des hommes qui font les attentats, que ce sont des hommes qui font les actes terrorisme, que ce sont les hommes qui fomentent des guerres, que ce sont les hommes qui refusent d'obtempérer, que ce sont les hommes qui sont des dealers, que ce sont les hommes et non des femmes qui font des rodéos, que ce sont des adolescents et non des adolescentes qui plantent des couteaux à leurs copains ou à leurs copines. Qui dit ça aujourd'hui ? Je voudrais, moi, que les hommes se rendent compte que dans le monde, en France et dans la société, eh bien, la violence masculine est présente. Et à partir de là, peut-être qu'ils auront envie de se transformer, de s'initier, de se métamorphoser pour devenir des hommes justes qui voudraient être autrement, qui voudraient vivre autrement et aimer autrement. Alors, merci de terminer sur ces chiffres que je rappelle moi très régulièrement. En fait, vous avez parfaitement raison. Si on regarde les prisons, seulement 3% des femmes sont dans les prisons et 98% des actes de violence sont commis par des hommes. Donc, ça interroge profondément. On n'est pas en train de dire que tous les hommes sont violents. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la majorité que les violences sont masculines. Les violences sont masculines et que donc, il faut absolument s'interroger là-dessus. Alors, merci Hélène Becali. Merci Muriel. D'avoir été avec nous ce dimanche dans La Force de l'engagement. Je vous invite à lire ce livre, La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée, qui est publié aux éditions Très Daniel. La Force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio, en podcast sur sudradio.fr. Vous retrouverez toutes mes émissions. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font bouger la société. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Anthony Martins-Smith pour Faut que ça change. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.